Cette Normal. conférence va maintenant être enregistrée. C'est bon, on commence? Alors, bonjour tout le monde. On va commencer notre module par l'électrocardiogramme normal. Alors, l'électrocardiogramme normal, c'est un cours très très important en cardiologie parce qu'en fait, en cardiologie, il y a deux grandes parties que vous devez maîtriser. Il y a la partie mécanique, il y a la partie électrique. La partie mécanique, elle est facile à assimiler, facile à comprendre, parce que ça reste une notion qui est concrétisée, concrète, telle que le muscle cardiaque, les valves, les artères pulmonaires, les artères. Par contre, le côté électrique, c'est un côté qui est virtuel. C'est un côté virtuel et très difficile à comprendre. Et donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment vous pouvez assimiler le côté électrique du cœur ou l'activité électrique cardiaque et comment vous allez l'interpréter, comment vous allez l'enregistrer et comment vous pouvez faire plus tard des diagnostics à partir de votre compréhension. Donc, pour commencer, il faut savoir que dans le cœur, il y a deux parties. Il y a la partie mécanique et il y a la partie électrique. C'est quoi la partie mécanique? La partie mécanique, c'est-à-dire, il y a le muscle cardiaque, il y a des valves, il y a des orifices, il y a des artères. Ça, c'est le côté mécanique. Et le côté mécanique, on peut le visualiser. Par exemple, en ouvrant le thorax, on peut visualiser le cœur, on peut visualiser le myocarde. En faisant une échocardiographie, on peut visualiser le myocarde. Par contre, l'activité électrique reste une notion qui est virtuelle. L'activité électrique cardiaque, c'était le chef d'orchestre de l'activité mécanique. C'est-à-dire, on ne peut jamais avoir une contraction du cœur, on ne peut jamais avoir une pompe qui fonctionne s'il n'y a pas une activité électrique. Alors, tout simplement, ce cœur-là ou ce côté mécanique, il nécessite une activité électrique. Autrement dit, si vous avez le muscle sans activité électrique, ce muscle ne pourra jamais bouger. Donc, il faut qu'il y ait une activité électrique pour initier une activité mécanique. Cette activité électrique, elle prend naissance au sein du corps humain, se propage au sein du cœur et dans la contraction du cœur. Et c'est cette activité électrique, en fait, qui fait la différence entre la vie et la mort. Si maintenant on fait un électrocardiogramme pour un patient et on trouve que le tracé est là, on dit qu'il est décédé. S'il y a toujours une activité électrique, on dit qu'il est toujours vivant. C'est ça ce qui fait la différence entre la vie et la mort, c'est bien cette activité électrique d'abord. Pour bien comprendre cette activité électrique cardiaque, il faut connaître certaines notions. C'est-à-dire, il faut avoir certaines bases en électrophysiologie pour démarrer la compréhension de cette activité électrique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une activité électrique dans le vide. L'activité électrique se matérialise sur une structure. Par exemple, je vous donne un exemple. Si vous envoyez l'activité électrique sur le bois et vous allez toucher à l'autre bout de cette table, par exemple, en bois, et vous envoyez l'activité électrique sur la table en bois, vous ne pouvez jamais sentir l'activité électrique. Vous dites qu'il n'y a pas d'activité électrique. Parce que l'activité électrique, il faut envoyer l'activité électrique, mais il faut qu'il y ait un tissu ou un récepteur ou ce qu'on appelle, autrement dit, une réaction. S'il n'y a pas de réaction, on ne pourra jamais parler de l'activité électrique. C'est-à-dire que cette activité électrique,
elle se matérialise sur un tissu et un tissu qui est vivant. Par exemple, si vous envoyez l'activité électrique sur le bois, sur une table en bois, et vous allez toucher à cette table en bois, vous allez dire, il n'y a pas d'activité électrique, on sent rien. Par contre, si on prend une table métallique, par exemple en fer, et vous allez brancher cette table-là à un fil d'électricité, et vous touchez à cette table-là sur l'autre bout, et bien vous allez être électrocuté. Et c'est là où vous allez sentir l'activité électrique. Donc, l'activité électrique, c'est une notion virtuelle. Elle a besoin d'un matériel pour qu'elle se concrétise. C'est-à-dire, j'envoie l'activité électrique sur le tissu, il va réagir. C'est là où je vais savoir qu'il y a une activité électrique. Et s'il n'y a pas de réaction, je vais dire qu'il n'y a pas d'activité électrique. Donc, je ne peux pas savoir s'il y a une activité électrique ou pas, sauf s'il y a une réaction. Donc, l'activité électrique, la première notion que l'étudiant doit connaître, c'est bien l'action plus la réaction. On ne peut pas avoir l'action seule. Il faut qu'il y ait une action, mais il faut qu'il y ait une réaction également. C'est-à-dire que le tissu sur lequel on envoie l'activité électrique, il réagit à cette activité électrique pour nous donner une réponse. Ça, c'est la première loi de l'activité électrique. La deuxième loi de l'activité électrique, c'est qu'une activité électrique chez un sujet normal, elle prend naissance à partir d'une sinusale, elle descend dans les oreillettes, dans les ventricules, elle va les exciter et elle va disparaître. C'est la loi de ce qu'on appelle la loi de nerfs vivre et mourir pendant quelques milliards de secondes. Une activité électrique, elle ne doit pas se pérenniser, elle ne doit pas rester dans le cœur. Si elle reste dans le cœur, elle devient pathologique. Une activité électrique, elle prend naissance à partir d'une structure qu'on appelle le nœud sinusal, qu'on va voir plus tard. Elle va descendre et elle sera transmise au niveau des oreillettes et au niveau des ventricules, à travers, bien sûr, les voies de conduction normales, et puis elle doit disparaître. Si elle ne disparaît pas, elle devient pathologique, et ça, c'est l'aspect pathologique qu'on va voir dans les autres cours. Maintenant, cette activité électrique. C'est une activité électrique qui prend naissance à partir du nœud sinusal. Voici le nœud sinusal, donc vous le voyez sur l'écran. Ce nœud sinusal-là, il produit l'activité électrique. C'est une batterie. C'est comme une batterie. C'est comme une batterie de l'automobile qui produit de l'activité électrique. Pourquoi il produit de l'activité électrique? Parce que tout simplement, cette cellule-là, elle a ce qu'on appelle les propriétés de l'automatisme. Si vous vous rappelez, quand vous étiez en troisième année clinique, vous faites la physiologie, ou en deuxième année plutôt clinique, en pré-clinique, vous faites la physiologie, et vous savez très bien que chaque cellule a un potentiel d'action. Et une cellule automatique, c'est une cellule qui a une pompe de dépolarisation diastolique, vous la voyez ici. Voici une pompe de dépolarisation diastolique. C'est-à-dire qu'au moment de la diastole, le potentiel d'action ne restera pas stable, il ne restera pas plat, mais plutôt il progresse, il monte, et à partir d'un certain seuil, il va déclencher un potentiel d'action. Donc, c'est pour cette raison que les cellules qui constituent le nœud sinusal ont un automatisme parfait et vont produire de l'activité électrique. Et cette activité électrique, elle sera transmise pour le reste des cellules. Les cellules qui vont subir l'activité électrique qui sortira bien entendu du nœud sinusal, c'est des cellules communes. Que ce soit les cellules auriculaires ou les cellules ventriculaires, ce sont des cellules qui sont communes, c'est-à-dire qu'elles sont là, elles sont calmes, elles sont sages, elles n'ont pas de pompe de dépolarisation diastolique. D'ailleurs, vous voyez ici sur l'écran que le potentiel, il est stable, il est plein, et qu'il faut qu'il reçoive un signal de son voisinage pour qu'il déclenche une dépolarisation, ce qu'on appelle le potentiel d'action, pour démarrer le potentiel d'action. Bref, donc, ce que vous devez savoir, c'est que vous avez des cellules, une structure, qui est le nœud sinusal, qui produit l'activité électrique. Et que cette activité électrique, elle est liée au fait que les cellules, elles ont un automatisme. C'est l'automatisme normal. Dieu nous a créé ces cellules
pour avoir une activité électrique indépendante du reste du corps. C'est-à-dire que le cœur, il produit son activité électrique et il utilise son activité électrique. Ce n'est pas comme les autres structures. Il ne dépend d'aucune autre structure. Sauf que le nœud sinusal, bien entendu, comme n'importe quelle structure électrique, il est sous le système, sous la dépendance du système nerveux autonome. Le sympathique qui va accélérer, le parasympathique qui va le décélérer. Mais même si on va découper le sympathique et le parasympathique, le nœud sinusal, il a une activité intrinsèque, c'est-à-dire il est là et il fonctionne, même si on découpe l'activité électrique, que ce soit parasympathique ou bien sympathique. Le nœud sinusal, qui est la batterie du cœur, produit l'activité électrique. L'activité électrique, elle va descendre au niveau des deux oreillettes. Il y a l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Bien entendu, il va descendre vers l'oreillette, dans l'oreillette droite, surtout par la crista terminalis, qui se trouve en postérieur, et va vers l'oreillette gauche à travers le faisceau de Bachmann. Voici le faisceau de Bachmann ici. Vous le voyez ici. Et vous avez ici par là, à droite, ce qu'on appelle les connexions internodales. C'est des connexions qui permettent de faire descendre rapidement l'activité électrique et en même temps pour relier donc l'activité électrique qui se trouve dans les oreillettes qui va la connecter au niveau du nœud auriculoventriculaire pour que l'activité électrique puisse descendre au niveau des membres. Et l'activité électrique, elle descend au niveau des ventricules. Elle descend par le biais de ce qu'on appelle les voies de conduction normales. Le nœud auriculoventriculaire, voici le nœud auriculoventriculaire, il est là. Vous avez le faisceau de His. Le faisceau de His, il est là. Voici le faisceau de His. Et par là, vous avez la branche gauche. Et par là, vous avez la branche droite, qui sont dessinées sur l'écran. Donc, cette activité électrique, je répète, elle prend naissance à partir du nœud sinusal. Elle va descendre dans les oreillettes, puis elle va descendre dans les ventricules. Donc, c'est une activité électrique qui est en mouvement. C'est une activité électrique qui va balayer une structure, pas une structure plane, pas une structure bidimensionnelle, mais c'est une structure tridimensionnelle. Le cœur, c'est une cavité, c'est une structure qui a une projection dans l'espace. C'est-à-dire tout simplement que cette activité électrique, elle va prendre naissance à partir du nœud sinusal, elle va descendre dans les oreillettes, dans les ventricules, elle va balayer cette structure-là dans l'espace et en fonction du temps. À T0, elle n'a pas encore pris naissance. À T1, elle a pris naissance au niveau du nœud sinusal. À T2, elle est au niveau des oreillettes. À T3, elle est au niveau des ventricules. À T4, elle est disparue. Vous voyez? Donc, c'est une activité électrique qui bouge dans l'espace et en fonction du temps. Quelque chose qui bouge dans l'espace et en fonction du temps, on peut la matérialiser sous forme d'un vecteur. Donc, toute cette activité électrique va devenir ce qu'on appelle un vecteur. Et ce vecteur-là, ça s'appelle le dipôle électrique. Un dipôle électrique, c'est en quelque sorte, c'est un vecteur, mais qui devient électrique. Ce n'est pas un vecteur. Vous savez qu'un architecte, quand il veut construire une maison, ou bien une mosquée, ou bien une école, il a des repères. Et il a, bien entendu, une certaine géométrie sur laquelle il va se baser. Et vous avez fait, quand vous étiez des étudiants au lycée, vous connaissez la géométrie. Vous connaissez l'axe des X et l'axe des Y. Mais ce que vous avez fait au lycée, ça reste un axe des X et un axe des Y, mais qui est fixe dans le temps et fixe dans l'espace. Par contre, ici, et quand vous avez un vecteur, vous allez le rapporter à cet axe des X et cet axe des Y, mais ce vecteur-là, il est fixe. Et c'est la notion sur laquelle se base l'architecte
pour faire sa construction. Par contre, ici, le médecin, il n'a pas un vecteur qui est fixe. Il a un vecteur qui est mobile dans le temps et dans l'espace. Et ce vecteur-là, à chaque instant, il a une projection différente. À chaque moment, il a une projection différente. Et à chaque moment, il est dans un autre endroit. C'est un vecteur qui bouge, comme un tourbillon. Donc, nous, en tant que médecins, notre rôle, le premier rôle, c'est de suivre le mouvement de ce vecteur-là. De suivre et de chaque fois de le projeter. Et de voir où ce qu'il va. Et ça s'appelle le dipôle électrique. Maintenant, ce dipôle-là, comment il bouge? Vous avez fait, quand vous étiez en préclinique, la physiologie cellulaire. Et une cellule cardiaque, comment elle est? Elle est à la stade positif à l'extérieur et négatif à l'intérieur. Si vous mettez une électrode ou une micro-électrode à l'intérieur et une microélectrode à l'extérieur avec un microgalvanomètre, vous allez automatiquement enregistrer une différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur. Vous avez fait comme des. Et d'ailleurs, la différence au repos entre l'intérieur et l'extérieur, elle est de combien? Elle est de moins 90 millivolts. 90 millivolts. Une fois la cellule, elle est stimulée. Si elle est stimulée à cet endroit-là, il va y avoir une inversion. Il va y avoir ici, elle devient négative. Ici, elle devient positive. Mais nous, quand on veut enregistrer une cellule, on ne va pas l'enregistrer entre l'intérieur et l'extérieur, on va enregistrer la partie superficielle, la surface. Donc, au repos déjà, quand je vais mettre mes deux électrodes à l'extérieur, voici mes deux électrodes à l'extérieur. Quand je veux faire une différence de potentiel entre les deux zones, c'est une différence qui est nulle. Le positif avec le positif. Donc, quand je veux enregistrer le potentiel d'une cellule, la différence de potentiel d'une cellule à la surface, c'est ce qu'on fait en projection sur la surface corporelle, vous allez voir, c'est nul. Et c'est ça la ligne isoélectrique. Donc, c'est ça la ligne isoélectrique. Par contre, si la cellule maintenant, on va la dépolariser, ici, elle va devenir négative. Et dans cet endroit, elle est négative. Et puis, l'activité électrique, elle va progresser pour rendre ce qui est positif négatif. Et bon, l'activité électrique, qu'est-ce qu'elle fait? En temps réel, l'activité électrique, elle se déplace de la zone négative vers la zone positive pour transformer la zone positive en négative. Donc, votre vecteur électrique, il se déplace par principe du moins vers le plus. Et c'est ça le dipôle électrique. Le dipôle électrique, c'est un vecteur qui se déplace du moins vers le plus et qui se déplace dans le temps et dans l'espace. Donc, vous avez trois principes sur lesquels on va se baser pour comprendre le cours de l'électrocardiographie. La première des choses, c'est que vous ne pouvez jamais avoir une activité mécanique s'il n'y a pas une activité électrique. L'activité électrique, c'est le chef d'orchestre de l'activité mécanique. L'activité électrique, c'est elle qui définit la vie et la mort. C'est cette activité électrique qui dit que la personne elle est vivante ou la personne elle est morte. Si tous les organes s'arrêtent et que le cœur reste avec une activité électrique, on dit que la personne elle est vivante. Si tous les organes fonctionnent et que le cœur s'arrête,
et qu'il n'y a pas d'activité électrique, on dit que la personne, elle est morte. On peut vivre des années dans le coma avec un coma dépassé une mort cérébrale. Le malade, il est branché partout, et on dit qu'il est vivant parce qu'il y a une activité électrique. Mais si jamais l'activité électrique s'arrête, on dit que la personne est morte. Donc, l'activité électrique, c'est elle qui sépare la vie de la vie. Cette activité électrique, elle est obligatoire pour avoir une activité mécanique. Parce que pourquoi on a besoin d'une activité électrique? Le cœur, c'est une bombe. Le cœur, c'est une structure qui est reliée à des vaisseaux. Il y a du sang à l'intérieur. Et chaque fois que le cœur se contracte, il va propulser le sang aussi bien vers l'aorte pour irriguer tous les organes et vers l'artère pulmonaire pour que le sang désaturé, déoxygéné soit oxygéné au niveau des poumons. Donc, le cœur a un double rôle. Premièrement, c'est d'irriguer tous les organes par du sang oxygéné, donc nourrir tous les organes du corps. Et son deuxième rôle, et qui se fait de façon concomitante avec le premier rôle, c'est qu'il va envoyer le sang vers l'artère pulmonaire et le sang il sera oxygéné par les poumons et ainsi le sang il sera épuré au niveau des poumons, il va revenir par les veines pulmonaires, il va rentrer dans l'oreillette gauche, dans le ventricule gauche pour être éjecté encore une autre fois vers l'aorte pour irriguer tout le corps. Donc le cœur, il a le rôle de propulser le sang vers tous les organes et vers tous les organes pour les nourrir et vers le poumon pour qu'il soit épuré et oxygéné de nouveau. Donc l'activité électrique, elle est primordiale pour la vie. On voit son importance. Maintenant, quels sont les éléments qu'un étudiant doit bien maîtriser? Que l'activité électrique, ça reste une notion virtuelle. Il faut la concrétiser. Pour la concrétiser, il faut qu'il y ait une réaction. C'est-à-dire que moi, je n'envoie pas une activité électrique sur un tissu mort et je vais dire qu'il y a une activité. Il n'y aura pas d'activité électrique. L'activité électrique, on l'envoie sur un tissu vivant, un tissu qui va transmettre l'activité électrique. Ça, donc, il faut avoir une action plus une réaction pour parler d'activité électrique. Sinon, on ne peut pas parler d'activité. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir que cette activité électrique, si elle est normale, elle prend naissance à partir d'une certaine zone, qui est le nœud sinusal, elle se propage vers les oreillettes et les ventricules, et puis elle va disparaître, ce qu'on appelle la notion de naître, vivre et mourir pendant quelques millièmes de secondes. Et la troisième notion, et c'est la notion la plus importante, et sur laquelle se base tout le cours par la suite, parce que vous aurez besoin de l'électrocardiogramme chaque fois que vous faites un examen cardiaque pour un malade, c'est le dipôle électrique. Le dipôle électrique, c'est que nous, on va matérialiser notre activité électrique sous forme d'un vecteur. Ce vecteur-là qui voyage dans le temps et dans l'espace tridimensionnel et en fonction du temps. Et chaque fois qu'il arrivera à une structure, il va avoir un aspect différent. L'activité électrique, elle prend naissance à partir du nœud sinusal. Vous la voyez, vous faites l'électrocardiogramme, vous ne voyez rien. Vous voyez la ligne isoélectrique. Mais quand cette activité électrique, elle arrive au niveau des oreillettes, elle va vous donner une entrée. Voici donc, elle arrive au niveau des oreillettes, elle donnera une entrée. C'est une activité électrique. Il n'y a pas d'objectif. Cette même activité électrique, quand elle arrive au niveau des ventricules, elle va vous donner un bon cœur. Ça veut pourquoi? Parce que dans l'activité électrique, quand elle est rentrée dans les oreillettes, c'est la réaction qui compte, ce n'est pas l'action. L'action est la même. La même quantité d'électricité est sortie du nœud sinusal. Quand elle est arrivée au niveau des oreillettes, elle nous a pris une entrée. Parce que c'est la réaction. Parce que les oreillettes sont petites. Cette même activité électrique, elle a franchi les voies de conduction, et elle est arrivée au niveau des ventricules pour donner le bon QRS. Pourquoi? Parce que les ventricules sont bons. Donc, qu'est-ce qui compte? C'est la réaction. Ce n'est pas l'action qui compte, mais plutôt c'est la réaction qui compte. Cette même activité électrique, quand elle arrive au niveau des oreillettes,
Donc, on fait cette même quantité électrique. Quand elle arrive au niveau des ventricules, elle va vous donner un grand QRS. Donc, c'est la réaction qui compte. Donc, ce dipôle électrique-là, on va le suivre au fur et à mesure et on va voir son déplacement. Voilà. Donc, la première partie, c'est que dans le cœur, il y a une activité électrique. Et cette activité électrique, elle se déplace sous forme vectorielle. Et cette activité électrique, on ne va pas ouvrir le thorax pour l'enregistrer quand même. Ça va être difficile pour faire ça. On peut faire ça quand on fait de la chirurgie cardiaque. On peut ouvrir le thorax et mettre les électrodes sur le cœur. Maintenant, on peut enregistrer cette activité électrique à distance du cœur. Pourquoi on peut enregistrer l'activité électrique à distance du cœur? Parce que le corps humain est un bon conducteur de l'activité électrique. D'ailleurs, vous pouvez prendre un exemple. Si vous êtes électrocuté, vous touchez à l'électricité, vous êtes électrocuté. Quand vous partez chez le médecin pour vous examiner, il va chercher la porte d'entrée et la porte de sortie. Il va dire que l'activité est rentrée par où, elle est sortie par où. Parce que le corps humain est un bon conducteur d'activité. Comme le corps humain est un bon conducteur électrique, l'activité qui siège dans le thorax, on peut l'enregistrer à la surface corporelle. C'est pour cette raison, au lieu de rouvrir le thorax et mettre les électrodes sur le cœur, on peut mettre les électrodes sur les membres supérieurs, sur les membres inférieurs, sur le thorax, et on peut enregistrer l'activité électrique. L'activité électrique, elle commence au niveau du nœud sinusal. Le nœud sinusal, il est situé où? Il est situé dans l'oreille droite. Donc, l'oreille droite, elle n'est pas droite. Le nœud sinusal est situé dans la partie droite de l'oreille droite. Donc, il est dans l'extrême droite. L'activité électrique, elle va se diriger où? Elle va se diriger automatiquement vers la gauche. Le cœur, les oreillettes sont en haut, les ventricules sont en bas. L'activité électrique, elle se dirige du haut vers le bas. C'est clair. Donc, mon activité électrique, elle se dirige de la droite vers la gauche et du haut vers le bas. Si on prend ce principe-là et je vais mettre une électrode au niveau du bras droit, une électrode au niveau du bras gauche, et bien automatiquement, l'activité électrique, elle va de la droite vers la gauche. On a dit que le dipôle électrique, il va du moins vers le plus. Donc, le dipôle électrique, il va du bras droit qui est moins vers le bras gauche qui est plus. Maintenant, l'activité électrique, elle se dirige vers le bas. Le cœur, il est situé à gauche, c'est pour cette raison qu'on met l'électrode exploratrice au niveau du pied gauche. On met l'électrode exploratrice au niveau du pied gauche. L'activité électrique, elle se déplace du haut vers le bas. Donc, le haut pour nous, c'est le moins, et le pied, c'est plus. C'est comme ça qu'on va avoir donc notre activité électrique qui peut se projeter sur le corps humain et on peut l'enregistrer sur le corps humain. C'est très facile. Il suffit de mettre des électrodes sur le corps humain et enregistrer cette fameuse activité électrique qui est responsable de la vie de la personne. Donc, quand on va mettre des électrodes sur le bras droit, on va mettre des électrodes sur le bras gauche, on va mettre une électrode sur la jambe gauche, on peut déjà constituer nos repères. Vous savez, dans ce monde-là, pour se repérer, il faut pour savoir où est-ce qu'on est, pour connaître notre lieu et notre temps, on se repère toujours. On se dit, aujourd'hui, on est telle date, on est telle heure, on est telle minute. C'est vrai. On est dans le CHU de Batna. On est plus exactement où? On est dans le service de cardiologie. On est plus exactement où? On est dans la salle de sang. C'est un repère. Les gens qui ne connaissent pas le CHU de Batna, ils vous disent, où est-ce que se trouve le CHU de Batna? Vous lui dites, prenez la route de Tézou. Ils vous disent, où est la route de Tézou?
La route de Trézoulet, elle est derrière la faculté de médecine. Elle est en avant d'une mosquée. Elle est derrière une pharmacie. Donc, vous avez des repères. Dans le monde entier, pour pouvoir vivre, il faut se repérer dans le temps et dans le temps. On se dit, on est à tel jour, on est à telle minute, on est à telle heure, et on est dans tel endroit. Je suis en Algérie, je suis à Batna, je suis dans le CHU. Maintenant, tout ça, il y a une carte sur laquelle je vais me repérer. La même chose pour l'électrocardiogramme, la même chose pour l'activité électrique. L'activité électrique, je dois, bien entendu, lui trouver des repères pour dire, j'ai dit que cette activité électrique, c'est un vecteur. Mais quels sont les repères d'un vecteur? C'est des axes. En géométrie, ce que vous avez fait au lycée, le vecteur, vous allez utiliser l'axe des X et l'axe des Y. Mais ici, on ne va pas utiliser l'axe des X et l'axe des Y. On va utiliser ce qu'on appelle les dérivations. Et c'est par là que découlent les dérives. J'ai besoin de trouver les repères. Et maintenant, mon vecteur, chaque fois, je vais le projeter sur ces repères pour dire où est-ce que je suis. Donc, le premier principe, pour pouvoir parler d'une activité électrique, c'est de comprendre les dérivations. Les dérivations, donc, on peut mettre une électrode sur le bras droit, une électrode sur le bras gauche, une électrode sur la jambe gauche, et on commence bien sûr, projeter notre activité électrique qui existe sur ces axes. Ce sont des dérivations, on les appelle dérivations, mais à vrai dire, ce sont des axes. C'est des repères. C'est comme l'axe des X et l'axe des Y. Et vous avez vu, quand même en géométrie, il n'y avait pas seulement l'axe des X et l'axe des Y, il y a l'axe des Z. Pour avoir une projection tridimensionnelle dans l'espace. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va mettre une électrode sur le bras droit, une électrode sur le bras gauche, une électrode sur la jambe gauche, et je vais constituer mes repères qui vont me permettre, donc, voici donc les dérivations, qui vont me permettre de mesurer le potentiel entre le bras droit et le bras gauche. S'il y a une différence de potentiel, c'est qu'il y a une activité. S'il y a la différence de potentiel à mesurer, c'est qu'il y a pas d'activité, c'est ça. C'est ce qui existe entre les complexes QRS et les entrées. C'est une ligne isoélectrique. Et chaque fois qu'il y a une dépolarisation, il y a une déflexion qui va être enregistrée. L'activité électrique, quand elle s'approche d'une électrode, elle va enregistrer une déflexion positive. Et quand elle fuit l'électrode, on va enregistrer une déflexion négative. Le plus important maintenant, on va insister sur les dérivations. Parce que si vous comprenez bien la notion de dérivation, vous pouvez par la suite vous-même déduire l'activité électrique. Je vous donne un exemple. L'activité électrique, quand elle sort d'une sinusale, elle va dépolariser l'oreillette vers le bas et vers la gauche. Donc, le vecteur principal, il y a plusieurs vecteurs qui sortent, hein? Mais il y a un vecteur résultant, c'est le vecteur principal. Ce vecteur principal, il se dirige vers le bas et vers la gauche. Donc, ce vecteur-là, il se dirige vers le bras gauche ou il fuit le bras gauche? Il se dirige vers le bras gauche. Vers la gauche. L'activité électrique, elle sort d'une sinusale. Elle se dirige vers le bas et vers la gauche. Elle se dirige vers le bras gauche. Elle se dirige vers le bas. Elle se dirige vers la jambe gauche. Donc, ce que je vais enregistrer comme signal électrique, ça va être positif sur la gauche et ça va être positif sur la jambe gauche. Maintenant, nous, les dérivations, donc, ce sont nos axes habituels qu'on va utiliser pour pouvoir projeter notre activité électrique. Donc, on prend ici, par exemple, je dessine sur le tableau. Vous avez une activité électrique et vous avez des dérivations
les dérivations, vous avez sinon, on peut reprendre avec le tableau parce que il y a sur le, j'ai schématisé ici. On reprend avec le PC, avec les ici. Non, avec le 30. Bien que la dérivation qui mesure le potentiel entre le bras droit et le bras gauche, on l'appelle la dérivation des une. La dérivation qui mesure le potentiel entre le bras gauche et la jambe gauche, on appelle ça la dérivation des trois. Et entre le bras droit et la jambe gauche, ça s'appelle la dérivation des deux. Donc, vous avez D1, D2 et D3. Vous avez trois dérivations bipolaires. Pourquoi on dit bipolaire? Parce que l'électrode qui est au niveau du bras droit et l'électrode qui est au niveau du bras gauche, elles sont toutes les deux exploratrices. C'est-à-dire, on mesure un potentiel par là et on mesure un potentiel par là et on fait la soustraction. C'est pour cette raison qu'on dit bipolaire. Donc, vous avez une dérivation qui va du bras droit vers le bras gauche, ça s'appelle la dérivation D1. Celle qui va du bras droit vers la jambe gauche, ça s'appelle la dérivation D2. Et celle qui va du bras gauche vers la jambe gauche, ça s'appelle la dérivation D3. Donc, vous avez déjà trois repères. Mais ce sont trois repères dans le plan frontal. Dans ce plan-là, dans le plan frontal, vous avez la dérivation bipolaire. À cause de ces trois dérivations bipolaires, donc vous voyez très bien que la dérivation D1, D2, D3 constitue en quelque sorte un triangle isocèle, mais en faisant la projection, voici la dérivation D1, voici la dérivation D2, et voici la dérivation D3 en faisant juste une translation de la dérivation D3 qui normalement devrait être ici, Je vais juste faire une petite translation et je vais la remettre ici et ça va vous donner une dérivation. Vous voyez très bien ici. Où est la souris? Voilà. Vous voyez ici, ça c'est la dérivation D1, ça c'est la dérivation D2 et ça c'est la dérivation D3. Mais la dérivation D3, en faisant juste une translation par là, vous allez voir que la dérivation D3, elle est là. Parce que le vecteur, en faisant juste une translation, il gardera les mêmes caractéristiques au module, en direction et en sens. Le vecteur, il est caractérisé par son amplitude, son module. Il est caractérisé par son sens. Il est caractérisé par sa direction. Le D3, il est là, il était là au début. Voici, il était là. Je fais juste une petite translation et il va devenir ici. D'accord? Donc, la dérivation D1, D2, D3 sont des dérivations bipolaires. Ça ne suffit pas. J'ai besoin d'avoir plusieurs repères. Vous voyez qu'on multiplie les repères pour mieux comprendre les choses. Par exemple, vous dites, je suis au CHU de Batna, je suis à Batna, je suis dans le CHU de Batna et je suis dans le service de cadre. Mais je suis où exactement? Je suis au troisième étage. Je suis où exactement? Je suis dans la salle de sac. La salle de sac, elle se trouve où? Elle se trouve juste devant la porte. Donc, ici, on doit multiplier le repère pour mieux cerner les choses, pour mieux ponctualiser les choses, pour dire où on est exactement. Chaque fois que vous multipliez les repères, chaque fois que vous avez plus de données sur votre vecteur, sur son déplacement, sur sa projection. Donc, trois dérivations, ça ne suffit pas. Je dois rajouter d'autres trois dérivations. Et c'est à partir de là qu'il y avait les trois autres dérivations, ce qu'on appelle des dérivations unipolaires. C'est-à-dire,
L'électrode qui est au niveau du bras droit, l'électrode qui est au niveau du bras gauche, l'électrode qui est au niveau de la jambe gauche sont reliés à une référence. Cette référence-là, elle est nulle, c'est zéro. Mais on mesure le potentiel entre le bras gauche et cette référence. C'est ce qu'on appelle l'ADL. Entre le bras droit et cette référence, ce qu'on appelle l'ADR. Entre la jambe gauche et cette référence. Cette référence, elle n'est pas exploratrice. Elle est zéro. Mais on mesure le potentiel au niveau de la jambe gauche et on va le rapporter à cette référence-là. Et donc, on a l'ABR. Et à partir de là, on a trois autres dérivations unipolaires qui nous permettent encore de mieux étudier notre vecteur dans le plan frontal. Donc, on a trois dérivations unipolaires et on a trois dérivations bipolaires. Et à partir de là, on a dans le plan, dans le plan frontal, vous avez déjà 6 dérivations. 3 bipolaires et 3 unipolaires. Et chaque dérivation, si vous avez bien saisi, chaque dérivation, elle va partager le plan en deux hémiplans. Un plan qui va dans son sens, qui est positif. Et l'hémiplan qui se trouve dans le sens opposé, c'est négatif. Donc, chaque dérivation, si vous prenez par exemple la dérivation D1 et les dérivations, vous avez la dérivation D1, la dérivation D2 et la dérivation D3. Ce sont des dérivations bipolaires dans le plan frontal. Et puis, vous avez trois autres dérivations, l'ABL, l'ABL et l'ABR. L, ça veut dire célèbre, L, ça veut dire foot, et R, ça veut dire ride. Et ces trois dérivations unipolaires, en association avec les dérivations bipolaires, ça va vous permettre de faire une projection de votre vecteur. C'est-à-dire que chaque fois, vous allez projeter votre vecteur sur les 6 dérivations. Sachant que chaque dérivation, elle partage le plan en deux hémiplans. Vous avez l'hémiplan, par exemple, pour la dérivation D1. Pour la dérivation D1, le plan est divisé en deux. Vous avez cette partie-là pour la dérivation D1, c'est plus. Et l'hémiplan par là, il est négatif. Ça veut dire, si vous prenez un vecteur ici, et vous voulez le projeter sur la dérivation D1, il tombe sur quelle partie? Il tombe sur la positivité ou sur la négativité? Il tombe sur la positivité. Et donc, bien entendu, s'il y a un vecteur qui se dirige vers la gauche et on veut le projeter sur la dérivation D1, on va avoir une déflexion qui est positive parce que tout signal électrique qui se dirige vers une dérivation, il sera enregistré comme positif. Et tout signal qui fuit la dérivation, il sera enregistré comme négatif. Par contre, si vous avez un autre vecteur par là, et vous voulez le projeter sur la dérivation D1, il va tomber sur la négativité de D1. Et donc, c'est un signal qui est négatif. Donc, tout vecteur qui se dirige dans le même sens que la dérivation D1, il sera enregistré comme une positivité sur D1. Et tout vecteur qui se dirige dans le sens opposé, c'est-à-dire dans le sens négatif de la dérivation D1, il sera enregistré comme étant un signal négatif ou une déflexion négative. Donc, vous voyez très bien que vous avez plusieurs dérivations. Et donc, si vous vous amusez à faire la projection d'un vecteur sur les différentes dérivations, vous pouvez situer votre vecteur. Par exemple, ce vecteur, il est sur la positivité de D1. Comment il est sur D2? Il est également sur la positivité de D2. Et comment il est sur la BR? Il est également sur la positivité de la BR. Parce que la BR se dirige vers le bas. Donc, sa positivité, c'est vers le bas. Par contre, la BR, c'est par l'eau que se trouve la négativité. Donc, vous voyez très bien, si vous voyez que vous enregistrez un signal électrique sur la dérivation D1 et vous le voyez comme positif, et vous le voyez sur D2 et vous le trouvez comme positif, et vous le voyez sur l'ABR, vous le voyez comme positif, ce vecteur-là ne peut être situé qu'entre D1 et l'ABR
il est proche de D2. Donc, c'est pour cette raison que ces dérivations-là, chaque fois que vous allez avoir un vecteur et vous allez le projeter sur les différentes dérivations, vous pouvez avoir la localisation de ce vecteur-là avec une grande précision. Et bien entendu, si vous avez par exemple, je vous donne un exemple, le vecteur il est situé là, il tombe sur la négativité de D1. Donc il est enregistré comme étant une négativité. Par contre, si vous le projetez sur la VR, il tombe sur la positivité de la VR. Donc, vous le voyez comme positif en arrière et vous le voyez comme négatif en D1. Ça veut dire tout simplement qu'il se dirige vers le bas et qu'il se dirige vers le haut. Et c'est comme ça qu'on peut, avec ce schéma-là, on peut diviser notre tableau en 4 cadrans, principalement en 4 cadrans. Maintenant, on peut le subdiviser en plusieurs. Parce que pourquoi? Chaque dérivation, elle partage le plan en 2 hémiplans. Un positif et un hémiplan négatif. La dérivation des B, ça c'est négatif et positif, ça c'est négatif. La dérivation des 2, ça c'est positif. La BR, ça c'est positif, ça c'est négatif. Pour la dérivation des 2, tout ça c'est positif et tout ça c'est négatif. Pour la dérivation des 3, tout ça c'est positif et tout ça c'est négatif. Donc, si vous prenez votre tableau, vous allez trouver que vous avez 6 dérivations, mais vous avez 12 hémiplans. Et avec l'intersection des hémiplans, vous pouvez dire où est-ce qu'il se trouve mon vecteur. Mon vecteur, il est positif sur la dérivation des 1. Donc, il se dirige vers la gauche. Il est dans l'hémiplan gauche. Mon vecteur, il est positif pour la B. Donc, il se dirige vers le bas. Donc, il est dans le cadran inférieur gauche. Donc, premièrement, on peut diviser le tableau en 4 cadrans. Le cadran inférieur gauche, le cadran supérieur gauche, le cadran supérieur droit et le cadran inférieur droit. Vous voyez déjà, globalement, avec D1 et AVF, déjà on a 4 cadrans. Avec 2 dérivations seulement. La dérivation D1 et la dérivation AVF, on a 4 cadrans. Maintenant, si on va multiplier les 12 hémiplans, on va avoir notre vecteur avec précision. Donc, dans le plan frontal, vous avez 6 dérivations, 3 unipolaires et 3 bipolaires. Chaque dérivation, elle divise le plan en 2 hémiplans. Et donc, si vous faites l'intersection, vous allez projeter votre vecteur avec une certaine précision, avec beaucoup plus de précision. Je vous donne un exemple. Vous me dites, quelqu'un, je vous donne des exemples concrets de la vie habituelle qui vous permettent de mieux comprendre ce qu'on fait avec l'électrocardiogramme, qui est des dérivations qui sont non repères. Vous dites, par exemple, quelqu'un, il est à côté de l'hôpital. À côté de l'hôpital, il peut être derrière l'hôpital, avant l'hôpital, à gauche de l'hôpital, à droite de l'hôpital. Donc, vous n'avez pas donné une grande précision. Vous dites que cette personne-là, elle est à gauche de l'hôpital. Mais oui, elle est à gauche de l'hôpital. Mais est-ce qu'elle est derrière l'hôpital ou avant l'hôpital? Non, elle est avant l'hôpital. Donc, vous dites qu'elle est avant l'hôpital et à gauche de l'hôpital. Donc, chaque fois que vous rajoutez encore plus de précision, vous allez rajouter encore plus de précision pour votre vecteur. Par exemple, vous dites, il est à gauche de l'hôpital, il est en avant de l'hôpital et à gauche de l'hôpital, mais il est où exactement? Par rapport à la porte, par rapport aux urgences, par rapport au jardin, par rapport à l'immeuble. Et c'est comme ça qu'on peut avoir plus de précision pour dire que telle personne, elle est là ou elle est là ou elle est là. La même chose pour le vecteur. On vous dit
qu'il est à droite ou il est dans le sens de D1 et dans le sens de D2, ou bien dans le sens inverse de D2, de D1. S'il est dans le sens de D1, il est par là. Et s'il est dans le sens inverse de D1, il est par là. Puisqu'il est là, il est là. Et s'il est dans le sens inverse, est-ce qu'il est là? Il est là. Donc, si je vais donner encore plus de précision en rajoutant la VR, je vais savoir s'il est là ou s'il est là. S'il est là ou s'il est là. Si je vais encore donner plus de précision avec les deux, je veux savoir est-ce qu'il est là, il est dans la partie inférieure. C'est bon. Il est là ou il est là? Et c'est comme ça qu'on va utiliser les différentes dérivations frontales pour avoir plus de précision pour notre vecteur et sa manipulation. Maintenant, il n'y a pas que ces vecteurs. Ça, c'est ce qu'on appelle les vecteurs indirects, les dérivations indirectes. Vous savez, les dérivations indirectes, on met une dans le bras droit, une dans le bras gauche et une dans la jambe gauche. Il faut savoir qu'on met toujours une électrode dans la jambe gauche, dans la jambe droite. Mais cette électrode-là, elle va servir pour inhiber les parasites, pour enlever les parasites, ce qu'on appelle la terre, électrode terre. Et cette électrode-là, c'est elle qui va vous permettre, en quelque sorte, d'enlever les parasites sur le vecteur. Et puis, on a choisi la jambe gauche et on n'a pas choisi la jambe droite pour mettre notre électrode exploratrice. On met la jambe gauche parce qu'on sait que le cœur se dirige vers la gauche. Parce que quand vous voulez explorer quelque chose, vous devez la cerner. Et chaque fois que vous êtes loin de la chose et vous voulez l'explorer, vous allez la rater. Et chaque fois que vous entourez la chose et vous voulez l'explorer, vous allez l'explorer avec beaucoup plus de précision. Si j'entoure la chose, je suis par là, je suis par là, je suis là, et j'ouvre mon œil sur tous les angles, je vais mieux explorer la chose. Par contre, si moi je vais mettre le cœur, il se dirige vers la gauche, alors que moi je vais mettre mon électrode exploratrice sur la jambe droite, eh bien mon triangle, il sera dévié vers la droite, il va rater une partie du cœur. C'est comme ça que pour cette raison, qu'on a mis une électrode sur le bras droit, une électrode sur le bras gauche, une électrode sur la jambe gauche pour cerner le cœur, pour encercler le cœur. En encerclant le cœur, on peut mieux l'explorer et ces dérivations-là servent à explorer le cœur dans le plan frontal. Ça reste dans le plan frontal. Mais dans le plan frontal, c'est un plan. Alors qu'on sait très bien que l'activité électrique, elle est dans l'espace. Alors, pour mieux encore explorer cette activité électrique, on va utiliser ce qu'on appelle des dérivations transversales, des dérivations qui vont dans le plan horizontal en passant du 4e espace intercostal vers le 5e espace intercostal, et c'est ce qu'on appelle les dérivations précordiales. Les dérivations précordiales, ce ne sont pas des dérivations qui vous permettent de calculer un vecteur, non, mais juste de faire une projection modulaire, c'est-à-dire connaître l'amplitude de signal électrique. Il est ample, il n'est pas ample, mais il n'y a aucune projection vectorielle. Parce que dans le plan transversal, on fait plutôt en antéro-postérieur. Parce que là, on va faire voir notre projection de l'antérieur vers le postérieur. La deuxième chose des dérivations précordiales, c'est qu'elles sont très proches du cœur. Elles sont sur le thorax. Et si elles sont sur le thorax, on peut switcher vers la diapo. Et si on est sur le thorax, c'est ce qu'on appelle les dérivations semi-directes. Les dérivations des membres, c'est les dérivations indirectes. Voilà, c'est parfait. Les dérivations voici les dérivations donc précordiales. On peut enlever ça? Voilà, voici les dérivations maintenant précordiales. Les dérivations précordiales, c'est dans le plan transversal. Il y a la dérivation V1, V2, V3, V4, V5, V6,
Vous avez tout dans le cours, comment vous mettez vos dérivations, vos électrodes sur le thorax. En commençant par le quatrième espace intercostal, à gauche du sternum, puis le V2, c'est à droite du sternum au niveau du quatrième espace intercostal. Puis vous mettez là le V4 qui est sur la ligne mi-claviculaire. Et puis le V3, il est entre le V2 et le V4. Puis le V5, c'est toujours le cinquième espace intercostal. Le V5 et le V6. La ligne axillaire antérieure et la ligne axillaire moyenne. Maintenant, si vous voulez explorer mieux le cœur, vous pouvez mettre des dérivations à droite. C'est la dérivation V3R, V4R. Tout ça, vous le trouvez dans le cours. Et si vous voulez explorer même la région postérieure du cœur, vous pouvez rajouter le V7 de UTL. Voilà donc, on a des dérivations. Ce sont des dérivations sur lesquelles on va se baser durant notre module pour étudier l'activité électrique. Aujourd'hui, on a établi nos repères pour étudier l'activité électrique. On a une activité électrique, on veut l'étudier, on l'étudie en se servant de quoi? En se servant des dérivations. Les dérivations, c'est un repère. C'est un repère international. Même le chinois, il utilise la dérivation D1, D2, D3, AVR, AVR et AVR. Même le chinois, qui a un autre langage, il utilise ces dérivations. Ça, c'est des dérivations qui sont internationales. C'est des dérivations qui est le langage de l'activité électrique cardiaque parmi tous les médecins qui font de l'électrocardiogramme. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre qui va vous dire, moi, je ne connais pas des nains ou je ne connais pas la dérivation des deux. Tous les médecins qui font de la cardiologie ou qui font de la médecine, c'est ça le repère, et c'est un repère international qui ne changera pas en fonction du pays ou en fonction de la ville. On a nos repères et on va étudier l'activité électrique normale. Donc, l'activité électrique normale, on fait déplacer les diapos. Voilà, donc, ce n'est pas la peine que je revienne là-dessus. Je vous ai montré tout à l'heure que la dérivation D1, on met une électrode sur le bras droit, une électrode sur le bras gauche. Sur ce qui est à droite, c'est négatif, ce qui est à gauche, c'est positif, parce que le dipôle électrique, il se déplace. Toujours, ce que vous devez apprendre, c'est qu'on va du moins vers le plus. Alors, voici comment on place les dérivations précordiales. Et ça, vous l'avez dans le cours, donc il n'y a pas de souci. Les territoires, bien entendu, chaque dérivation, elle va explorer un certain territoire. Par exemple, la dérivation D1 et ABL, ces deux dérivations-là explorent la partie latérale. La dérivation D2, ABL, D3 explore la partie intérieure. La dérivation ABL explore la droite. D'accord? Donc, c'est des dérivations où chaque dérivation, elle va explorer une zone bien précise du cœur. Je vais revenir sur cette notion-là. C'est que les dérivations, comme je vous ai dit, c'est un moyen d'explorer, c'est un moyen de visualiser l'activité électrique. C'est un moyen d'enregistrer l'activité électrique, de la quantifier, de la caractériser, de la spécifier. C'est ça la dérivation. Je vous donne un exemple. Vous êtes dans cette salle-là. Quelqu'un qui va rentrer dans la porte, par la porte, il va voir et vous êtes assis. Il va voir le côté, si la porte elle siège de votre côté gauche, il va voir votre côté gauche. Surtout s'il n'a pas le droit de rentrer. Nous, on ne rentre pas dans le corps. Nous, on voit l'activité électrique à distance du corps. Et plus précisément, sur la surface corporelle. Donc, on ne rentre pas dans le corps. On est en train de visualiser à travers donc une dérivation, c'est un sondage. C'est comment on fait le sondage du pétrole. Ah, ici, il y a du pétrole. Là, le pétrole est dans la terre. Donc, dans des couches. Donc, on fait, non, là, il y a du pétrole, là, il n'y a pas de pétrole. D'accord? La même chose. Celui qui va rentrer par la porte, vous êtes assis, vous êtes du côté gauche de la porte, il va voir le côté gauche. Celui qui va venir par la fenêtre, il veut jeter un coup d'œil par la fenêtre, il va voir votre côté droit. Celui qui va venir par là, il va voir votre côté frontal.
Et celui qui va venir par derrière, il va voir votre dos. Donc, la vision, elle n'est pas totale. Parce que là, vous êtes en train de voir le cœur à travers des trous, à travers des orifices, si vous voulez, comme des jumelles. Vous êtes à distance et vous faites avec des jumelles, ça va vous donner un champ de vision. Vous déplacez les jumelles pour avoir plus de champ de vision. C'est comme ça. Donc, la même chose des dérivations. Si vous utilisez que la dérivation intégrée, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de choses. Donc, vous utilisez la VF. Mais la VF, elle ne va pas vous donner beaucoup de choses. Vous utilisez les deux. Mais les deux ne suffit pas. On utilise la VF. Et c'est comme ça qu'on peut ramasser les différentes dérivations pour avoir une idée sur la totalité de l'activité électrique à faire. Je vous donne un autre exemple que j'ai l'habitude de donner aux étudiants, ils comprennent mieux. Par exemple, votre ami, il est parti, il a fait un voyage à l'étranger. Il a visité une ville. Vous, vous ne l'avez pas visité. Vous, il est en train de vous décrire. Décrire une chose, ce n'est pas comme visualiser une chose. Il est en train de vous décrire et vous êtes en train d'utiliser votre imagination pour bien connaître cette ville-là. Il vous dit, moi, j'ai vu telle ou telle chose. Vous lui dites, moi, je n'ai pas compris. Montrez-moi les photos. Eh bien, il va vous montrer une photo. Vous lui dites, mais ça ne suffit pas. Donnez-moi une autre photo sur un autre coin. Il va vous donner encore une autre photo sur un autre coin. Et vous lui dites, c'est pas suffisant. Rajoutez-moi une autre photo. Et quand il va vous donner le maximum de photos sur les différents angles de la ville, sur les différents coins de la ville, sur les différentes régions de la ville, sur les différentes structures de la ville, eh bien, vous allez construire votre imagination, grâce à votre imagination, vous allez construire votre image sur la ville. Et vous allez avoir une idée sur cette ville-là, sans la voir réellement, mais vous avez construit déjà une image à travers les photos que vous avez. Vous voyez que chaque fois on multiplie un angle de vision, chaque fois qu'on a une bonne idée sur la chose, une idée globale sur la chose. Maintenant, c'est ça. Donc, il y a une activité électrique. Cette activité électrique, elle siège dans le temps. Elle est variable dans le temps. Elle est concrétisée sous forme d'un vecteur qu'on appelle le dipôle électrique. On peut l'enregistrer à la surface. Oui, on peut l'enregistrer à la surface. Mais attention, l'activité électrique, c'est vrai qu'on peut l'enregistrer à la surface, mais pas avec la même intensité et pas avec la même amplitude. Parce que si vous rentrez dans le cœur, vous allez avoir une grande amplitude. Vous imaginez, quand vous êtes à l'intérieur du cœur, vous avez moins 90 millivolts. Alors qu'à l'extérieur à la surface corporelle, cette activité électrique, elle va être atténuée. Elle va être atténuée de pratiquement 20 à 30 fois. C'est-à-dire que si vous raisonnez à l'intérieur avec 90 millivolts, à l'extérieur, vous allez raisonner sur 2 millivolts, 3 millivolts. Est-ce que vous comprenez? 2-3 millivolts, pas plus. C'est pour cette raison que à l'extérieur, c'est la même, c'est la projection, c'est la même, mais l'activité électrique, elle est atténuée. Et chaque fois qu'on s'éloigne, plus. Et si la personne elle est obèse, c'est une catastrophe, parce que la graisse, c'est un isolant. Ça va être encore pire. Et c'est pour cette raison qu'un sujet maigre, pour enregistrer l'activité électrique, il est mieux qu'un sujet obèse. Le sujet maigre, on voit le signal électrique avec un bon voltage. Par contre, un sujet qui est obèse, on voit que le voltage, il est atténué, il est diminué. Alors, c'est ça. Donc, on va mettre des électrodes sur la surface corporelle. On va mettre des électrodes sur les bras et les pieds. Et puis, on va brancher ce fil-là, ces électrodes-là, à un appareil ECG. On va allumer l'appareil ECG et on va commencer notre enregistrement. Mais le plus important, c'est l'étalonnage. Alors, l'étalonnage normal, voici l'étalonnage normal. C'est que pour 1 millivolt, vous prenez 10 millimètres. Et pour la vitesse de déroulement du papier, vous avez pour
25 mm par seconde, ça correspond exactement à chaque petit carreau qui correspond à 0,04 secondes, ou plutôt 40 millisecondes, c'est comme vous voulez. Vous travaillez en secondes ou en millisecondes. Et le grand carreau qui contient 5 petits carreaux, c'est 0,04 multiplié par 5. Ça va faire 0,2 secondes. Et 0,2 secondes en millisecondes, c'est combien? C'est 200 millisecondes. Donc, l'étalonnage normal, l'étalonnage standard, l'étalonnage que vous devez utiliser quand vous faites un électrocardiogramme, c'est que pour l'amplitude, vous allez utiliser 10 mm pour 1 millivolt et pour la vitesse, vous allez utiliser 25 mm par seconde. À partir de cet étalonnage-là, bien sûr, vous allez bien programmer votre appareil. Vous allez mettre ce qu'on appelle les filtres. Les filtres, ça permet d'enlever les parasites. Parce que quand on veut enregistrer une activité électrique, vous savez qu'il y a les parasites de partout. Des parasites même des fils électriques, des parasites musculaires, la respiration, le mouvement du malade. Tout ça, ça donne des parasites. Donc, on fait toujours activer des parasites pour avoir un bon tracé électrique. Alors, on commence toujours par le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, il vient d'où? Il prend naissance à partir du sinusage chez un sujet normal? Oui, à partir du sinusage. Donc, on dit rythme sinusal. On dit rythme cardiaque normal, il est sinusal. Donc, c'est un rythme sinusal. Le rythme sinusal, c'est un rythme qui est normal. On peut avoir d'autres rythmes, ça, on va les voir en pathologie. Mais chez un sujet normal, le rythme, il est sinusal. Maintenant, le rythme cardiaque, il prend naissance à partir d'une sinusale. Ça veut dire tout simplement que l'onde P, quand elle sort, quand elle dépolarise les oreillettes, elle provient d'où? Elle provient d'une sinusale. Quand on a c'est bon, on a un rythme sinusal, on sait que c'est un rythme qui est sinusal. Pourquoi il est sinusal? Parce que le QRS, il est précédé par une onde P. Et cette onde P, elle vient d'où? Elle vient d'une sinusale, vous êtes sûr? Oui. Pourquoi vous êtes sûr? Parce que tout simplement, le vecteur de l'onde P, il se dirige vers le bas et la gauche. Mais comment vous êtes sûr qu'il se dirige vers le bas et vers la gauche? Parce que si je vais faire sa projection sur la dérivation D1, je trouve que l'onde P, elle est positive. Et si je vais faire sa projection sur la DF, je trouve qu'elle est positive. Donc, automatiquement, cette onde P, elle est positive en D1, elle est positive en ADF, donc elle se dirige vers le bas et vers la gauche. Donc, elle ne peut être que sinusale. Donc, c'est un rythme sinusal. Fréquence cardiaque. C'est combien de complexes QRS se répètent dans une minute. Donc, durant une minute, combien je le cycle cardiaque? C'est ça la fréquence. Donc, la minute, la fréquence cardiaque, ce n'est que la minute divisée par l'intervalle RR. On peut prendre PP, on peut prendre TT, on peut prendre RR. Mais il vaut mieux prendre RR. Pourquoi? Parce que si jamais le rythme n'est pas sinusal, vous n'allez considérer que le RR. Parce qu'on ne vit pas avec les oreillettes, on vit avec les ventricules. Les oreillettes, l'onde P, ça va vous donner ce qu'on appelle la contraction auriculaire. Ça va vous donner un bon remplissage. Mais ça n'empêche pas la vie. Par contre, le complexe QRS, c'est lui qui assure la contraction des ventricules et on vit avec les ventricules. Donc, le rythme, pas obligatoirement sinusal, mais chez un sujet normal, sinusal, mais le complexe QRS, il est obligatoire pour la vie de l'être humain. Donc, c'est pour cette raison qu'on prend RR. En plus de ça, le RR, il est pointu. Donc, on voit mieux où est-ce qu'on mesure notre intervalle RR. Donc, combien de RR qui se répète dans la minute? La minute, c'est quoi? C'est 60 secondes. C'est également 60 000 millisecondes. Donc, il suffit de diviser 60 000 millisecondes sur RR, sur l'intervalle RR en millisecondes, pour trouver la fréquence cardiaque. Si le RR est séparé, on a dit qu'un grand carreau, il correspond à 200 millisecondes. Si RR est séparé par 5 grands carreaux, c'est 200 fois 5. 200 fois 5, c'est combien? C'est 1000. 1000. 60 000 divisé par 1000. 60. 60. Donc, le malade, il a une fréquence à 60. Tu vois? Donc, il suffit de prendre le RR
et de calculer votre FR en fonction des grands carreaux. Si le FR est séparé par 3 grands carreaux, ça veut dire 200 par 3. 200 par 3, ça fait 600. 60 000 divisé par 600, ça fait 100. Si le FR est séparé par 3 grands carreaux, la fréquence cardiaque de la personne est 100. C'est vrai ou pas? Si la fréquence cardiaque, si le FR est séparé par 2 grands carreaux, ça fait 200 fois 2. 400. 60 000 divisé par 400, ça fait 150. Si le RR est séparé par 4 grands carreaux, c'est 200 fois 4. Ça fait 800. 60 000 divisé par 800, ça fait combien? Ça fait 75. Ça fait 75. Et s'il est séparé par 5, c'est 200 fois 5, ça fait 1000. 60 000 divisé par 1000, ça fait 60. Donc, il suffit de prendre si le RR est séparé par un grand carreau, la fréquence cardiaque elle est à 300. Si le LR est séparé par 2 grands carreaux, la fréquence cardiaque elle est 150. Si le FR est séparé par 3 grands carreaux, la fréquence cardiaque elle est à 100. Si le FR est séparé par 4 grands carreaux, la fréquence elle est à 75. Et si le FR est séparé par 5 grands carreaux, la fréquence cardiaque elle est à 60. Et s'il est séparé par 6 grands carreaux, la fréquence elle est à 50. Et c'est très facile d'avoir la fréquence cardiaque. Il suffit de chiffrer, de calculer le nombre de grands carreaux entre les FR. C'est l'idéal. D'accord? C'est l'idéal. Maintenant, notre entrée. Notre entrée, bien entendu, on a dit qu'elle se dirige vers le bas et vers la gauche. Son axe, généralement, c'est un sujet normal, il varie entre 20 et 80 degrés. Sa durée, elle est de 0,08 à 0,10 secondes. Ça veut dire 2 petits carreaux à 2 petits carreaux et demi, sa durée. Son amplitude ne dépassera jamais les 2,5 mm. Ça veut dire tout simplement que son amplitude ne dépassera jamais les 2 petits carreaux et demi dans le sens en amplitude. Et vous voyez très bien que vous avez une onde P. Cette onde P-là, sa durée ne dépassera pas les 2 petits carreaux et demi en matière de vitesse et ne dépassera pas 2 carreaux et demi en matière d'amplitude. Et son axe, elle est positive en D1 et elle est positive en D2 et elle est positive également en arrière. Donc, c'est une onde P qui est sinusale et normale. Si jamais elle va dépasser cette amplitude, elle est pathologique. Si jamais elle va dépasser cette durée, elle est pathologique. Si jamais il y a une déviation axiale en dehors de entre 20 et 80, elle est pathologique. Et on va voir tout ce qui est pathologique par la suite. Ce que vous devez comprendre, c'est que cette onde P, elle est petite, elle est arrondie, parfois elle est diphasique. Elle est positive en D1, D2 et ABR. Elle a un axe qui est dans le champ inférieur gauche. Elle ne dépasse pas les 2 carreaux et demi en amplitude et elle ne dépasse pas les 2 carreaux et demi en matière de vitesse. D'accord? Voilà, donc ça c'est votre onde P et voici l'onde P. Vous voyez votre onde P? Mais cette onde P, le vecteur il se dirige vers le bas et vers la gauche. Obligatoirement, elle est négative en arrière. Parce que la ligne se dirige vers la droite, se dirige vers le haut de la droite. Comme elle prend le sens inverse. Donc, sa projection sur la Terre est négative. Donc, vous avez une onde P qui est obligatoirement négative en AVR et qui est obligatoirement positive en D1 et D2. Elle ne dépassera pas les 2 carreaux et demi en matière de durée et elle ne dépassera pas 2 carreaux et demi en matière de. C'est clair? Maintenant, voici l'intervalle PR. L'intervalle PR traduit donc la transmission depuis les oreillettes vers les ventricules de cette activité électrique. Vous savez que le cœur est constitué par 2 oreillettes et 2 ventricules. Mais ces 2 oreillettes et 2 ventricules sont séparés par des anneaux fibreux. L'anneau mitral et l'anneau tricuspide. Qui dit fibreux dit fibrose. Qui dit fibrose, ça veut dire qu'il n'y a aucune activité électrique.
c'est des isolants. Le bois, c'est un isolant. La fibrose, c'est un isolant. Quand on dit des allofibroses, ça veut dire que les oreillettes sont séparées des ventricules. Donc, la transmission vers les ventricules, elle se fait grâce à quoi? Elle se fait grâce aux voies de conduction, qui est le nœud de Kawara, le faisceau de His, la branche droite et la branche gauche. Parce que tout simplement, les anneaux fibreux, quand l'activité électrique elle arrive au niveau des anneaux, ça ne peut pas franchir. Elle doit rejoindre le voie de conduction pour descendre les ventricules. Donc, l'intervalle PR traduit la transmission de l'activité électrique depuis les oreillettes jusqu'au ventricule. Et on mesure cet intervalle PR depuis le début de l'entrée jusqu'au début de QRS. Un intervalle PR normal, il varie entre 0,12 et 0,20. C'est-à-dire, il est 3 petits carreaux à 5 petits carreaux. Il ne peut pas être moins de 3 petits carreaux. Il ne peut pas être plus de 5 petits carreaux, sinon c'est pathologique. La normale, c'est 3 petits carreaux à 5 petits carreaux. Vous voyez, je parle en petits carreaux pour que vous puissiez mieux mémoriser. Parce que quand je vous dis 0,12, 0,20, par contre, 0,12 c'est quoi? C'est 0,04 fois 3. Et 0,20 c'est quoi? C'est 0,04 fois 5. Donc, 3 petits carreaux, 5 petits carreaux. D'accord? Parce que chaque petit carreau fait combien? Il fait 0,04. Le ventriculogramme, on arrive au ventricule. Le ventriculogramme, en fait, vous avez une activité électrique qui va intéresser et le septum, et le ventricule gauche, et le ventricule droit. Vous avez la première déflexion, ça constitue la dépolarisation du septum. La deuxième dépolarisation, c'est la région apicale, aussi bien du ventricule droit que ceux du ventricule gauche. Mais le ventricule droit, il est beaucoup plus petit que le ventricule gauche. Donc, si on fait la sommation, on fait la résultante, le vecteur, il va se diriger vers la gauche. La même chose, si vous faites le dernier vecteur de la dépolarisation, ça intéresse la région basale. Mais la région basale à gauche, elle est plus importante que la région basale à droite. Donc, à la fin, le vecteur qui va porter la dominance, c'est qui? C'est le vecteur qui est à gauche. C'est pour cette raison qu'on parle de 3 déflexions. Vous avez la déflexion, la première déflexion, ça constitue la dépolarisation septale. Le vecteur moyen ou la dépolarisation moyenne, ça constitue la région apicale. Et le dernier vecteur, c'est la région basale. Donc, vous avez 3 déflexions. C'est pour cette raison que puisqu'on a 3 vecteurs, initial, moyen et terminal, on a essayé de leur trouver un nom. Et c'est pour cette raison qu'on dit que Q, R et S. Q, R et S, c'est également une nomination internationale. Tout le monde parle le même langage. Tout le monde. Même le chinois, il parle notre langage. On a le Q, le R et le S. Pourquoi? Parce qu'on a un vecteur initial, un vecteur moyen et un vecteur terminal. Mais attention, on n'a pas toujours les 3 vecteurs. Parce que un vecteur qui se dirige vers une dérivation, vous allez enregistrer une déflexion positive. Il se dirige dans le sens inverse de la dérivation. Vous allez enregistrer une déflexion négative. Mais s'il ne se dirige ni vers le sens de la dérivation, ni dans le sens contraire de la dérivation, il est perpendiculaire à la dérivation. Vous le voyez? Vous ne le voyez pas. Il est perpendiculaire. Sa projection est nulle. Et si sa projection est nulle, vous ne le voyez pas. Et si vous ne le voyez pas, c'est comme s'il n'existe pas. Donc, on peut ne pas avoir les 3 déflexions, mais par principe, on appelle la dépolarisation ventriculaire, on appelle un complexe QRF. Même si on n'a pas les 3 déflexions. Par définition, la première déflexion négative, on l'appelle Q. Par définition, la première déflexion positive, on l'appelle R. Et par définition, la dernière déflexion négative, on l'appelle S. Donc, si vous avez seulement une déflexion positive suivie d'une déflexion négative, on l'appelle S, sans parler de Q. Si on a une déflexion négative puis une déflexion positive sans avoir une autre déflexion négative,
On a fait le QRS. Mais ça reste quand même le complexe QRS. D'accord? Donc, les trois déflexions répondent, bien entendu, aux trois zones les plus importantes du ventricule, que le septum, sont la région apicale et la région basale. Donc, un complexe QRS, il se caractérise premièrement par sa durée. La durée du complexe QRS, elle est aux alentours de 0,06 à 0,08 secondes. C'est-à-dire 1,5 à 2 petits carreaux. Pas plus. Pourquoi la durée de QRS, elle est tellement fine? Parce que tout simplement, il y a la branche droite et la branche gauche. Il y a la branche droite qui va dépolariser le ventricule droit. Il y a la branche gauche qui va dépolariser le ventricule gauche. Les deux ventricules vont se dépolariser en même temps. Donc, on a un gain de temps. On va gagner du temps. Si jamais le ventricule gauche, il se dépolarise après le ventricule droit. Et que chaque ventricule, parce que la durée de chaque ventricule est aux alentours de 0,05 à 0,06. Supposons que le ventricule droit se dépolarise maintenant, et puis le ventricule gauche, il vient après. Donc, vous aurez 0,06 plus 0,06. Ça va donner un 0,12. Donc, il y a un décalage. Le QRS va devenir large. C'est pathologique. Parce que c'est un sujet normal, les deux ventricules doivent se dépolariser en même temps et on va gagner du temps. Et c'est pour cette raison que le QRS du ventricule droit, la dépolarisation du ventricule droit se superpose avec celle du ventricule gauche et on va gagner du temps. Et si chaque ventricule il prend 0,06, eh bien on aura 0,06 superposé avec 0,06. Et on va gagner du temps. C'est comme quelqu'un qui fait un travail, deux travaux. Il termine rapidement. D'accord? Ce que vous devez également connaître, c'est qu'il y a des indices que vous les trouverez dans le cours. C'est des indices qui vous permettent de voir est-ce qu'il y a une hypertrophie ou pas d'hypertrophie. Le plus important également, à côté de la durée, c'est l'axe de QRS. L'axe de QRS, c'est en quelque sorte la sommation de tous les vecteurs. Et on trouve un vecteur résultant. Le vecteur résultant, il se dirige comme celui de l'entrée vers la droite et vers la gauche et vers le bas. Donc, c'est un axe qui est dans le cadran inférieur gauche comme celui de l'entrée. L'axe de l'entrée se dirige vers le bas et vers la gauche. Et l'axe de QRS se dirige vers le bas et vers la gauche. Donc, l'axe de l'entrée et l'axe de QRS se suivent. Ils se trouvent dans le même cadran qui est le cadran inférieur gauche. Ce qu'un candidat doit apprendre, c'est que l'axe de T et l'axe de QRS, ils sont situés tous les deux. C'est un sujet normal dans le cadran inférieur gauche. Voici donc, il y a certains indices. C'est l'indice de Sokolov, l'indice de Cornell. Ça, vous les trouverez dans les cours pour voir s'il y a une hypertrophie ou pas, qui vous permettent de voir s'il n'y a pas une hypertrophie. La durée de QRS, ça vous permettra de voir s'il n'y a pas de bloc de branche. Si jamais il y a un bloc de branche droit ou gauche, vous aurez un QRS qui est très large, qui dépasse les 0,12 secondes. Les indices de Cornell et de Sokolov, voir s'il n'y a pas une hypertrophie du ventricule. Et la déviation axiale, vous allez l'étudier grâce à ce qu'on appelle l'axe du cœur. L'axe normal du cœur, c'est un axe qui est situé dans le cadran inférieur gauche. Voici donc un exemple de l'axe du cœur. Vous avez ici, si vous prenez la dérivation D1, si vous voyez la dérivation D1, si vous faites la sommation du petit grand R et petit test, vous trouverez que la sommation globale, elle est positive. C'est vrai ou pas? Hein? Elle est positive. Vous allez la projeter sur quel côté de D1? Sur ce côté-là. C'est vrai. Si vous prenez, par exemple, l'ABR, la sommation du petit Q, du grand R et du petit S, elle est positive. Donc, il se projette ici sur l'ABR. Donc, si vous faites la résultante, vous trouverez un axe qui est situé dans le cadran inférieur gauche, il est là. La preuve. Si vous faites
la sommation de votre QRS en D3. Est-ce que la positivité égale la négativité? C'est vrai ou pas? Voyez la D3. Voyez D3? La positivité est égale à la négativité. Donc la sommation, elle est nulle. Elle est nulle ou elle n'est pas nulle? Elle est nulle. Si elle est nulle, ça veut dire que l'axe du corps, il est perpendiculaire à D3. D3, c'est l'axe qui se trouve à 120 degrés. Donc, l'axe du cœur, je vous donne avec précision, il est à 30 degrés. Il est perpendiculaire. C'est-à-dire que l'axe du cœur avec D3, il fait 90 degrés. Si je vais mesurer maintenant moi, mon axe par rapport à D2, il est à 30 degrés. Vous voyez cet exemple-là? C'est un exemple concret. Comment vous faites pour mesurer l'axe du cœur? L'axe du cœur, c'est très simple. Mesurez la sommation en D1, mesurez la sommation en AD1, faites votre projection sur D1 et sur la D1 et faites le résultat. Et si vous trouverez qu'il est presque perpendiculaire à une autre dérivation, donc il fait 90 avec cette dérivation-là, là où il est nul. Et la chose la plus belle ici, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que votre AVR, la sommation, elle est négative. Donc, réellement, votre QRS, il est opposé à l'AVR. Vous voyez que l'AVR, son sens, il est là. Il se dirige comme ça, n'est-ce pas? Alors que l'axe du cœur, il se dirige vers le bas et vers la gauche, alors que l'AVR, il se dirige vers le haut et vers la droite. Et vous voyez très bien que votre QRS, il est négatif. C'est bien? Vous l'avez saisi cet exemple? Le point J, c'est le point de jonction entre la paire de QRS et la ligne isoélectrique. Il marque le début du segment ST. Ce point est normalement sur la ligne isoélectrique. Si vous prenez le segment ST, il traduit le début de la repolarisation ventriculaire. Il est isoélectrique, c'est-à-dire il est sur la ligne de base. Si jamais il est dévié, c'est une pathologie que vous allez voir, plusieurs pathologies qui donnent le sous-décalage ou le cis-décalage, mais surtout le syndrome pulmonaire aigu qu'on va voir sous forme de cours. La ligne isoélectrique, donc, si le ST dérive de la ligne isoélectrique, il est pathologique. Un ST normal, c'est un ST qui est isoélectrique. L'onde T. L'onde T traduit la repolarisation ventriculaire. Sa durée, elle est imprécise du fait de sa fin progressive. Sa forme, elle est asymétrique. Elle a une pente ascendante qui est lente et un sommet arrondi et une pente descendante plus rapide. Son axe suit celui du QRS. Là où l'onde T est positive, le QRS est positif. Là où l'onde T est négative, le QRS est négatif. Si je résume et je reviens chez un sujet normal, là où l'onde P elle est négative, vous voyez si l'onde P elle est négative, vous la voyez ou vous ne la voyez pas? On a bien. Vous la voyez? Elle est négative? Elle est négative. Le QRS il est négatif. Et l'onde P elle est négative. Chez un sujet normal, ce que vous devez apprendre, et une fois pour de bon, là où l'onde P elle est positive, le QRS il est positif, et l'onde P elle est positive. Et là où l'onde P elle est négative, le QRS il est négatif, et l'onde T elle est négative. Ça, c'est le sujet qui est normal. Un sujet normal, l'onde P elle ne dépassera pas de petits carreaux et demi dans la durée. Elle ne dépassera pas des 2 carreaux et demi en amplitude. Et l'axe, il est dans le cadran inférieur gauche. Le PR, il est entre 3 carreaux et 5 carreaux. Le QRS, il ne dépassera pas en durée de petits carreaux. Et son axe est dans le cadran inférieur gauche, c'est comme celui de l'onde P. Le segment ST est isoélectrique. Et l'onde T, elle suit l'axe de QRS, c'est-à-dire là où le QRS est négatif, l'onde T elle est négative, et là où le QRS il est positif, l'onde T elle est positive. Et voilà un QRS qui est normal. Et voilà le QRS qu'on va enregistrer
dans plusieurs dérivations, ce n'est pas le QRS qui va changer. C'est votre façon qui va changer. Votre façon de voir qui va changer. Si vous vous mettez en bas et vous voulez voir le QRS, vous le voyez en bas. Si vous êtes à gauche et vous voyez le QRS, vous le voyez à gauche. Si vous êtes à droite et vous voyez le QRS, vous le voyez différemment. Donc, c'est comme une boule ici. Vous voyez cette face, par là vous voyez une face, par là vous voyez une face. Et donc, chaque fois que vous changez votre angle de vision, vous allez découvrir un autre aspect de QRS. Mais le QRS, il est le même. Mais c'est parce que vous ne pouvez pas ouvrir le cœur, vous ne pouvez pas ouvrir le thorax pour voir ce qui se passe comme ça en temps réel. Vous êtes en train de faire des trous, de mettre des trous sur la surface corporelle et d'essayer de visualiser ce qui se passe à l'intérieur du cours, du cœur. J'espère que vous avez bien saisi le cours d'aujourd'hui. Je vous ai donné les bases parce que le reste, vous le trouverez dans le cours qui est déjà sur le site. Le plus important, c'est de comprendre le principe et d'avoir une méthode facile pour arriver tout de suite à se prononcer et dire c'est un QRS ou c'est un rythme qui est normal, sénésal, normal, avec une entrée normale, avec un QRS normal, avec un QRS normal, avec un segment ST normal et avec une entrée normale. Et je viens de vous citer et de vous donner des petites astuces pour rapidement dire que c'est un rythme qui est normal. Voici donc le cours d'aujourd'hui. On vient de le terminer en faisant un balayage sur les notions de base et sur certains éléments, donc comment vous interprétez un électrocardiogramme. Et le plus important, c'est vos repères, les dérivations qui vont vous servir durant tout le module pour faire l'interprétation de l'électrocardiogramme. Et je vous remercie.